Faut-il s'inquiéter de l'attaque informatique qui a visé le ministère de l'Intérieur ? On a appris ce matin qu'une dizaine de dossiers confidentiels a été consultés. Quand on parle de fuite de données, on parle d'un accès non autorisé à des données. Page emploi, victime d'un piratage informatique. Un vol massif de données. Cyberattaque à France Travail. Plus il y a de données multiples concernant un nombre important de personnes, concernant des aspects très fins de la vie des personnes, plus cela va intéresser des pirates en puissance. Il n'y a pas d'utilisation malveillante, si ce n'est que d'essayer, de récupérer des données, comme le font certains hackers, qui ensuite les revendent sur le darknet. On peut penser que c'est de ça dont il s'agit. Il faut aussi secouer cette autorité qui, normalement, devrait être sur le front de la lutte contre ces fuites de données, sur le front de la lutte contre les abus. When you say I don't care about the right to privacy because I have nothing to hide, that's no different than saying I don't care about freedom of speech because I have nothing to say, or freedom of the press because I have nothing to write. C'est une liberté fondamentale que d'avoir ces données personnelles protégées. Au même titre que la liberté d'expression, au même titre que la vie privée et familiale, la protection des données personnelles, c'est une liberté fondamentale. Je suis Bastien Lequerec, juriste à la Quadrature du Net. La Quadrature, c'est une association créée en 2008 qui défend les libertés à l'ère du numérique, pas seulement sur Internet, mais aussi dans l'espace public quand des technologies sont utilisées, notamment pour surveiller les populations. Ces derniers temps, on commence à voir, parce que c'est de plus en plus médiatisé, les conséquences du fichage de masse qu'il y a dans nos sociétés, que ce soit ce fichage de la part d'entreprises ou de la part de l'État. Et donc on commence à voir des fuites de données, des entreprises, des administrations. Récemment, le ministère de l'Intérieur, par exemple, à propos d'un méga fichier, le traitement des antécédents judiciaires, le TAJ. Donc on entend parler, enfin, dirons-nous, de ces données qui sont collectées depuis des années, qui sont centralisées et qui sont utilisées parfois à des fins peu légitimes. Sauf qu'une fois que ces données sont collectées, elles peuvent fuiter, c'est-à-dire qu'elles peuvent être volées par des personnes non autorisées à y accéder. Derrière, il y a toute une industrie qui utilise ou qui voudrait utiliser ces données. Ces données sont monnayées et c'est pour cela que ça intéresse des pirates. C'est pour cela que l'on a de plus en plus de fuites de données, puisque l'on a de plus en plus de fichage. On a, par exemple, la Fédération française de montagne et escalade, on a Relais Colis, on a AgroParisTech, on a la Fédération française de tennis, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Là, c'est 2,1 millions de personnes qui sont potentiellement concernées. Et donc, à chaque fois, tous les jours, quasiment, on a une nouvelle administration, un nouveau site, une nouvelle entreprise qui est concernée. Et on voit avec cette liste le caractère massif et récurrent de ces fuites de données. L'ordre de grandeur de ces fuites de données, en réalité, il ne peut pas être déterminé puisque ces données peuvent concerner potentiellement n'importe quelle personne. Toute personne qui vit sur le territoire français va se retrouver dans une multitude de fichiers. Par exemple, l'état civil est centralisé, les antécédents judiciaires, donc quand une personne a affaire à la justice, soit qu'elle est témoin d'une agression, soit qu'elle est victime, soit qu'elle est mise en cause, les personnes qui font des démarches administratives, toutes ces personnes-là, c'est-à-dire vous et moi, seront concernées par ce fichage. Quand on parle de fuite de données, on parle d'un accès non autorisé à des données. C'est-à-dire qu'une tierce personne, un pirate, une personne qui a obtenu des accès de manière illégitime, une personne qui a utilisé une faille de données, va accéder à ces données, soit pour simplement les consulter, donc pour un magasin, ça peut être la liste des clients, leurs achats, leur mot de passe, email, nom, prénom, ça peut aussi être parfois la carte bancaire utilisée. Pour le TAJ, pour reprendre cet exemple, ça va être potentiellement, même si le ministère n'a jamais communiqué précisément sur ce qui avait fait l'objet de cette fuite, mais ça peut être potentiellement tous les antécédents judiciaires, la photographie, donc c'est-à-dire si vous avez été victime, cette information est présente dans le TAJ, elle a potentiellement été compromise par ce vol de données. Si vous avez été condamné, si vous avez été mis en cause, si vous avez été victime, toutes ces informations très sensibles avec le contexte, par exemple si vous avez fait l'objet d'une agression LGBT-phobe, ces données peuvent figurer dans le TAJ et peuvent potentiellement faire l'objet d'une copie qui se retrouvera dans la nature. Ensuite, ces données-là,
elles sont donc revendues parce qu'il y a toute une industrie qui s'intéresse à ces données. Ça permet, quand on connaît par exemple le nom, le prénom, les coordonnées bancaires, ça permet de faire notamment du phishing de manière très ciblée. Récemment, la société Free a été condamnée parce qu'elle a fait l'objet d'un immense vol de données. Eh bien, les données qui avaient été volées chez Free concernaient notamment le nom, le prénom et l'IBAN, donc les coordonnées bancaires, et on a vu apparaître du phishing, c'est-à-dire des faux mails pour essayer de tromper les personnes en leur disant « vous avez un prélèvement de X milliers d'euros, il faut absolument que vous vous connectiez sur cette interface », une interface qui est fausse, qui vise à voler des identifiants et à continuer l'arnaque pour, par exemple, soutirer de l'argent. Donc c'est ce risque-là, principalement, que les personnes victimes de ces fuites de données peuvent auxquelles elles peuvent faire face. Également, quand on parle de fuites de données étatiques, là, ça peut être des conséquences plus subtiles. Par exemple, quand on sait que vous avez été victime d'une agression LGBT-phobe, ça pourrait permettre de faire du chantage, de faire de l'outing, des choses qui sont à chaque fois difficiles à imaginer tant on peut faire de choses différentes avec ces données une fois qu'elles sont entre les mains de personnes malveillantes. Avec cette multiplication et cette visibilisation auprès du grand public de ce fichage, commence à apparaître dans le débat public la question de est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? Plus il y a de données multiples concernant un nombre important de personnes, concernant des aspects très fins de la vie des personnes, plus cela va intéresser des pirates en puissance. Comme nos vies sont de plus en plus numérisées, comme une personne lambda se retrouvera fichée dans son magasin de bricolage, à son supermarché, par son administration, parce qu'elle a fait une démarche administrative quelconque, par l'entreprise qui gère l'aide à domicile, que sais-je. Comme on a une multiplication des sources de fichage, on a malheureusement une multiplication des fuites. Le problème est massif, parce que ces fuites-là ne concernent pas nécessairement tous les jours des millions de personnes, mais leur multiplication, leur addition et le caractère systématique montrent bien l'ampleur du problème. On a un fichage qui est massif, on a un fichage qui concerne énormément de personnes et on a des conséquences concrètes tous les jours pour les personnes parce que, encore une fois, quand on multiplie le nombre d'entreprises ou d'administrations victimes, eh bien on multiplie la quantité de données que n'importe quelle personne qui voudrait les acheter peut le faire. Alors, acheter des données volées, ça reste illégal, mais comme il y a une industrie et un marché derrière, il y a énormément de personnes qui sont intéressées par ces données, qui les achètent pour mettre en œuvre toutes ces arnaques-là. C'est important, au-delà de la question monétaire, de se rendre compte de l'importance de garder ces données personnelles secrètes, intimes. Il ne faut pas oublier qu'en droit, c'est une liberté fondamentale que d'avoir ces données personnelles protégées. Au même titre que la liberté d'expression, au même titre que la vie privée et familiale, la protection des données personnelles, c'est une liberté fondamentale. Et ce n'est pas pour rien. Une personne peut estimer qu'elle n'a effectivement rien à cacher et je ne veux absolument pas remettre en question ça. En revanche, on navigue dans un contexte, on navigue avec d'autres personnes, on côtoie d'autres personnes qui, elles, peuvent avoir quelque chose à cacher. Or, nos données personnelles ne sont jamais isolées. Quand on est, par exemple, parent, on va gérer les données personnelles de ses enfants, de ses parents potentiellement. Quand on travaille dans une entreprise, on va avoir à manipuler des données personnelles de ses collègues, de ses clients, et toutes ces informations-là devraient rester confidentielles. Et donc, il est important de se rendre compte que il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers avec des données personnelles. Il faut faire particulièrement attention parce que derrière, ce sont des conséquences très concrètes sur la vie des personnes. Des données personnelles, elles peuvent, par exemple, révéler l'orientation sexuelle d'une personne, l'orientation politique, et tout ça, il peut y avoir des conséquences si ces données arrivent entre les mains de personnes mal intentionnées. Je ne parle même pas d'ingérence étrangère ou de ce genre de choses, mais un conjoint mal intentionné, un patron un peu trop regardant,
rien que ça, des données personnelles sur les personnes peuvent intéresser, par exemple, faire pression sur un employé ou une employée parce que il ou elle est encarté dans un syndicat. Ça peut être particulièrement dangereux pour les personnes, et ça, c'est grâce à des données personnelles, entre autres, qu'on peut le savoir. Donc c'est pour cela qu'il est important de prendre collectivement conscience de l'importance de protéger toutes ces données-là et d'agir contre ces fuites massives et de plus en plus nombreuses, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. À l'échelle individuelle, pour se prémunir de ce fichage, c'est assez compliqué, mais malgré tout, on a à sa disposition, n'importe qui a à sa disposition certaines pistes. Ça peut par exemple être d'utiliser une adresse mail différente en fonction du service. Ça ne permet pas de s'en prémunir, ça permet en revanche de tracer, de savoir quelle entreprise, parce que parfois toutes les entreprises ne communiquent pas alors qu'elles en ont l'obligation, mais malgré tout elles ne communiquent pas nécessairement sur le fait qu'elles ont été victimes. Et derrière, ça permet potentiellement de faire des plaintes devant la CNIL. Ensuite, si on veut éviter le fichage, c'est un petit peu plus compliqué parce que dans un certain nombre de cas, ce fichage, il est imposé aux personnes. Dans le cas d'administration publique, c'est la plupart du temps impossible. Malheureusement, il n'y a pas de solution individuelle. Il y a des solutions politiques, collectives, mais il n'y a pas malheureusement de solution individuelle. Pour les entreprises, on peut imaginer que quand il y a une collecte assez intime de données, assez précise de données, on peut mettre des fausses données pour une carte de fidélité, par exemple. L'entreprise n'a pas besoin de connaître l'identité civile des personnes. Si malgré tout, cette identité civile est imposée, cette collecte est imposée par une entreprise, on peut mettre un nom différent par entreprise et un faux nom à chaque fois. Il faut qu'il y ait un objectif qui soit légitime et surtout, il faut que le responsable de traitement, l'entreprise ou l'administration qui collecte les données, démontre la nécessité d'avoir cette collecte de données. Récemment, la justice a sanctionné par exemple la SNCF qui collectait le genre des personnes et la justice a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour des billets de train de collecter le genre des personnes. Et donc, on peut collectivement s'opposer à ça. Ça passe par des plaintes devant la CNIL quand une entreprise impose une collecte de données qui ne paraîtraient pas nécessaires, quand on s'est aperçu que des données ont fait l'objet d'une fuite parce qu'on en a entendu par la presse, parce qu'on reçoit des spams, du phishing sur son adresse mail qu'on avait dédiée à un service, eh bien on peut faire des plaintes à la CNIL. La CNIL a un rôle d'accompagnement des entreprises, en tout cas c'est un rôle qu'elle se donne, mais elle a aussi un rôle de sanction. Et aujourd'hui, malheureusement, on a quand même l'impression que la CNIL reste relativement endormie. De temps en temps, elle communique sur une grande affaire, mais ces fuites quotidiennes de petites entreprises, de petites administrations, très souvent ne sont pas suivies des faits. Et donc, il n'y a pas de caractère dissuasif de la part de la CNIL pour pousser les entreprises à avoir une meilleure sécurisation, à avoir des meilleurs standards de sécurité et de collecter moins de données.